À moins qu'on ne comprenne le froid comme une présence vivante, il est impossible de mesurer ce qu'une main gelée, même celle d'un enfant, endure. À moins 50 degrés, un souffle est une petite fumée qui tient peu de promesses. À moins 50 degrés, la toundra ne pardonne rien. Ce soir-là, ce fut une queue battante qui refusa d'abandonner. La petite Aliona avait 9 ans. Dans le village, on la connaissait pour ses nattes qui toujours se défaisaient et pour la façon dont elle imitait les gestes des adultes quand ils raccommodaient des fourrures. Elle habitait une maison basse de bois noirci avec sa mère qui tricotait des mitaines et son grand-oncle Tichy qui racontait des histoires sur les aurores. Son chien s'appelait Nuka, une leïka compacte, fourrure épaisse, pattes solides, habituée au vent comme aux longues heures de traîneau. Ils étaient inséparables. Nuka dormait à l'entrée, contre la porte chambranlante, et Aliona lui confiait ses secrets en déposant une main à plat sur son poitrail chaud. Ce soir-là, le vent avait arraché du ciel un nuage bas qui claquait contre la toundra comme une vieille porte. La journée avait été courte, un crépuscule qui miaulait déjà. Aliona jouait sur la ligne des maisons, à la lisière où la neige commençait à s'étendre sans fin. Elle avait un petit ruban rouge, un morceau d'étoffe que sa mère lui avait cousu pour que l'on retrouve plus facilement ses cheveux sous la capuche. Le ruban s'envola, pris par un tourbillon de poudre, et elle le suivit. D'abord pour rire, puis parce qu'un pan de ruban coincé dans un trou de neige avait réveillé la curiosité d'un petit renard. La renarde passa comme un trait, et Aliona, plus vive qu'elle ne semblait, voulut la voir de plus près. Nuka la suivit, à sa hauteur, museau au vent. Lorsqu'on regarde la toundra par une fenêtre chauffée, tout a l'air dorloté. La neige fait écran, la lumière se casse en cristaux et le bruit se perd. Mais dehors, les contours se délitent vite. Les maisons s'effacent en silhouettes, les empreintes deviennent des signes illisibles et le vent transforme les repères en mensonges. Dans un souffle, Aliona avait dépassé l'endroit où la route se distingue, franchi un talus, puis un petit creux qui se remplit soudain d'ombre. Le renard était parti, le ruban s'était enfoui. Elle essaya de retrouver son chemin. Nuka, fidèle, restait à son côté. La première heure passa dans une confusion lente. Pas vraiment peur, juste l'étrangeté d'un paysage qui n'était plus connu. Aliona chuchota pour se rassurer, se répétant des noms, inventant des chansons que sa mère fredonnait. Sa bouche devint sèche, ses doigts se raidissaient malgré les mitaines. Le froid travaille invisible, d'abord il picote, puis il anesthésie. Aliona ne sentit plus bien où était la température et où se terminait son corps. Nuka sentait lui. Le chien nageait dans l'air glacé comme un fils dans l'eau. Il reniflait les indices que les humains ne percevaient plus. Il pressa son flanc contre la jambe d'Aliona, puis lui donna un petit coup de museau pour la forcer à marcher. 1 heure de plus, puis une autre, la lumière fondit. Le soleil, bas, se coupa comme une lame sur l'horizon. Le vent prit la fine poudre de neige et la jeta en vagues contre tout ce qui se tenait encore droit. Les repères disparurent. Aliona comprit que la maison, la rue, la cabane de Tichy n'étaient plus visibles. Elle voulut crier, mais l'air avala sa voix. Elle pleura en silence, laissant tomber son visage contre le cou de Nuka. Le chien posa ses pattes autour d'elle comme un cercle protecteur, respira, et la chaleur de son corps fut un petit foyer dans la nuit qui avançait. La première réaction du village ne fut pas l'alerte. Dans ces contrées, le soir isolait. On attendait un retour qui se faisait parfois tard. Ce n'est que lorsque Tichy remarqua que la veilleuse sur la table restait négligemment éteinte et que la chaise où s'asseyait Aliona demeurait intacte qu'il posa la main sur la bouche et murmura le mot que personne ici ne prononce à la légère, « perdu ». Le signal se propagea, comme une flamme qui court sur un vieux tapis. Porte qui claque, bottes sans filet, lampe allumée. Les traîneaux se mirent en file. Les hommes chaînèrent les chiens, vérifièrent les harnais. Les femmes bouclèrent les sacs de secours, empoignèrent thermos et couvertures. C'est alors qu'on parla de la tempête. Le chef du village, un homme au visage creusé par les saisons, consulta la radio qui grésillait des bulletins. La bande disait que la pression allait tomber plus bas encore, que le vent prendrait du cran vers minuit. Les volontaires se préparèrent avec la familiarité d'un rite. Ils connaissaient les gestes, marquer les relais, disposer des bouteilles chauffées, rappeler aux plus jeunes qu'il ne fallait pas s'éparpiller. Mais chaque trajet sur la toundra est un pari. Le silence devient un ennemi qui gomme les appels.
Si vous ressentez déjà le besoin de suivre cette histoire, abonnez-vous et activez la cloche. Cela vous permettra de rester avec nous jusqu'à la fin de cette longue nuit. Le premier bloc d'hommes partit vers l'ouest, suivant la dernière direction connue. Ils allumèrent des feux intermittents pour se repérer, la fumée cédant aux rafales. Ils appelèrent, les voix tombèrent, fusées courtes que la neige engloutit. Nuka et Aliona n'avaient pas appuyé sur l'alerte, ils se concentraient sur l'essentiel. Le chien connaissait le calendrier du corps. Quand la respiration s'apaise, il faut obstruer. Il fit ce qu'il put. Les symptômes apparurent comme des voiles que l'on soulève. D'abord, Aliona garda un silence plus long entre ses phrases. Elle tremblait, mais le battement avait changé. Moins la danse du froid, plus la lente danse de l'abandon. Ses doigts perdirent de leur souplesse. Elle marchait en petits pas. Par moments, elle titubait, regardait le vide, puis reprenait son chemin avec la même obstination qu'un petit animal qui suit une piste muette. Elle parlait de sa mère, des gâteaux de sarrasin qui refroidissaient sur la table, recueillait des images comme si c'était le fil conducteur qui la ramènerait. Nuka répondit par des gestes. Il remua la tête, frotta son museau sur ses joues, gouqua une sorte de plainte basse. À la faveur d'un relief, ils trouvèrent un avancement où la neige avait plié pour former un petit renfoncement, un ventre creusé entre deux monticules. Nuka enfonça ses pattes et commença à gratter. Il dégagea une cavité, une niche sommaire qu'il agrandit rapidement. Il avait appris ce geste peut-être à force de survivre aux nuits, ou peut-être l'instinct le portait-il. Il entra, fit glisser ses hanches en arrière et se coucha en fer à cheval autour d'Aliona. Le chien recouvrit partiellement la fillette de son dos épais. Il chauffa, respira, expira comme un poil primitif. Aliona, dans la chaleur qui lui revenait à petites vagues, ferma les yeux et se mit à compter les respirations de Nuka, comme on compte des êtres chers pour ne pas les perdre. Pendant ce temps, au village, les trajectoires se multipliaient. On organisa une ligne de recherche, on vérifia les traces au loin. C'est à ce moment que Michael apparut dans la narration des hommes. Michael, appelé Misha par ceux qui le connaissaient, un guide au pas mesuré, ancien du régiment de survie du district. Il n'était pas originaire du village, mais il connaissait la toundra mieux que la plupart. Il avait les yeux clairs, la barbe roussie parfois par le vent, et une manière de marcher qui faisait penser à quelqu'un qui compte les pas de la terre. On lui confia les recherches. Il prit un sifflet, un traîneau avec des couvertures, un chien pluvieux nommé Bor. Michael n'était pas un homme de beaucoup de mots. Il parlait par gestes et par relevés. Il inspecta les environs avec la même rigueur qu'on lit une carte. Traces, direction, pas dans la neige, la façon dont une empreinte se tasse. Les premières traces qu'il trouva n'étaient pas celles d'un enfant seul. Il reconnut tout de suite la largeur d'une empreinte canine, puis deux petites empreintes humaines, presque effacées. Il suivit la séquence. Parfois, une trace recommençait, s'effaçait, comme si la nuit avait volé une page. Michael fronça les sourcils. Il connaissait les autres signes, les replis de neige qui indiquent un abri improvisé, la manière dont la neige est tassée lorsqu'on s'assoit. Il suivit plus loin, malgré le vent qui fouettait sa figure et les étincelles de neige qui lui piquaient les yeux. La nuit ouvrit les vannes. Une tempête s'annonçait à l'horizon, un mur noir qui se propulsait avec rage. Dans ces régions, une tempête est une main qui tente d'arracher ce qui dépasse, qui efface le connu. Le chef du village rappela les volontaires. On fit un cercle de survie et l'on choisit des relais. Michael décida de se dédoubler. Il demanda à un groupe d'aller vers les collines, aux plus jeunes d'explorer les lisières, et il prit la direction que les traces semblaient indiquer, un petit ravin vers la rivière gelée. Là, le propre de la toundra se montra. Le vent formait des langues de neige qui infléchissaient la route. Parfois, une ancienne cabane, oubliée, émergeait comme une dent. Michael eut l'œil d'un homme qui sait lire les ombres. Il trouva un pan de tissu rouge coincé sous un petit glaçon. Ce fut le ruban. Il le regarda un moment, le sortit, le plia, le plaça dans sa poche comme une preuve salée. Un peu plus loin, sur une pierre, il vit des traces d'un pelage dense qui se pressait contre un creux. Il s'agenouilla, observa, frotta la neige avec un petit couteau. Les empreintes étaient fraîches. Il émit un sifflement précis que seuls ceux entraînés apprenaient à infléchir en appel, puis il lança « Suivez ». Dans la nuit, au creux du renfoncement où Nuka avait créé son nid, Aliona perdit et retrouva conscience comme on tourne une page abîmée.
Elle rêva d'herbes chaudes, d'une main qui la tirait hors d'un lac, de la chaleur d'un poêle. À chaque réveil, Nuka la poussait gentiment, la forçait à bouger, à s'asseoir, à avaler un peu d'une bouillie tiède donnée d'une gourde malmenée. Les techniques furent simples, primitives mais efficaces. Friction douce des extrémités, placement d'un vêtement chaud contre le torse, stimulation des membres. Nuka sentait où l'appliquer, collant son corps pour transférer la chaleur, une pompe de vie immobile. Loin de là, la journaliste Irina entra en scène. Elle était venue de Yakoutsk pour couvrir un reportage sur les hivers et les histoires de survie. Ses mains tremblaient rarement, son appareil, toujours prêt, était pour elle un autre sens. Elle avait entendu parler d'une fille disparue via une liaison radio et elle s'était rendue vers le village, non par sensationnalisme, mais parce que ses récits tenaient la région éveillée. Irina connaissait les mots qui donnaient une voix aux petites tragédies. Elle notait des détails avec une minutie presque affectueuse. La façon dont les volontaires se rassemblaient, les mots chuchotés, l'exacte température annoncée par l'instrument du chef. Elle sait que la vérité vient souvent d'un objet dérisoire, un ruban, une botte, un scellé sur une patte, et qu'elle peut transformer une peur privée en action publique. Ce que ni Irina ni les hommes n'avaient encore compris, et ce qu'on ne sait qu'après coup, était l'importance d'un petit signe sur Nuka. Le chien portait une marque discrète à l'oreille intérieure, un point, comme l'encre d'un registre. Chez certains chiens de ces régions, un tel point signifie qu'il a été enregistré ou tatoué ou qu'il vient d'un élevage organisé. C'était un détail minuscule, mais pour Irina, qui avérait l'œil de ceux qui hantent les dossiers, il pouvait devenir une piste. Pendant que la recherche s'organisait, la nuit s'épaississait. Le vent, devenu plus fort, apportait avec lui des nappes blanches qui bouchaient la visibilité. Michael s'arma d'une lampe frontale, dont le faisceau perçait à peine le nuage de neige. Il avançait en petits pas, bras tendus, regardant les traces comme on suit une respiration. Bor, son chien, restait collé au traîneau, en alerte. Ils entendirent un aboiement lointain, un signal qui pendait quelque part dans l'espace basse fréquence de la toundra. Et Michael goûtait chaque oscillation du son. Un aboiement peut être un appel, un avertissement, un leurre. Celui-ci avait quelque chose d'irrégulier. C'était l'aboiement d'un chien qui voulait attirer l'attention sans perdre la notion d'alarme. Ils avancèrent vers ce bruit, et à la lisière d'un renflement, Michael distingua un petit creux. Le vent s'y abritait un instant, comme une bête qui se couche. Il pensa à la possibilité d'un homme, ou d'un animal, ou d'un enfant. Il appela doucement, en modulant sa voix. La neige renvoya un écho incertain. Il s'approcha, vit la trace d'un museau dans la neige, une empreinte humaine, plus petite, collée aux côtés d'un corps qui respirait de façon faible. Michael sentit sa gorge se contracter. L'enfant n'était pas encore au village. Il s'agenouilla, posa ses mains gantées sur la neige autour, sentit la chaleur faiblissante d'un corps. Pendant ce temps, dans la niche, Nuka continuait ses opérations. Il avait la respiration chaude et régulière, comme une horloge. Et il observait Aliona avec des yeux pleins d'une sorte de concentration animale. Pas d'intention animale, mais une efficacité remarquable. Il la réchauffait, la protégeait, surveillait. Quand elle perdit connaissance, il la secoua avec les dents, non pour lui faire mal, mais pour l'arracher à la torpeur. Il devait aussi garder la position, car toute ouverture créerait une blessure thermique. Il trouvait et rapportait sans vride un petit morceau de bois, une bouteille abandonnée, qu'il plaça à la portée d'Aliona comme pour lui dire « Tiens, tiens bon ». Son comportement relevait d'une intelligence pratique, sculptée par des générations de chiens qui savent que la survie est souvent une série de petites décisions appliquées sans discours. Michael tira une couverture de survie du traîneau, la déplia et avec la prudence d'un homme qui sait que chaque geste peut faire basculer une vie, enveloppa la fillette. Il appela ses hommes, ordonna un relais pour ramener l'enfant. Les communications radio grésillèrent, la coordination commença. Mais la tempête ne permettait aucune rapidité. Un traîneau se prit dans un bourrasque, une corde passa près de casser, et l'effort de traction ralentit comme si la toundra pesait plus lourd sur les muscles que la neige ne devrait permettre. Nous voilà à un tournant, la découverte est faite, le sauvetage démarre, mais la nuit n'a pas encore livré son verdict sur la durée et la chaleur. La tension reste vive, et quelque chose d'implicite sur l'origine de Nuka guette derrière la fin de la nuit. La marque à l'oreille du chien, le ruban rouge dans la poche de Michael et l'appareil photo d'Irina qui n'a, pour l'instant, que de vagues images de silhouettes. Les hommes transportent Aliona. Nuka reste auprès, immobile et observateur, alors que le village s'organise pour la réception et les soins.
Mais au-delà du geste immédiat, des questions se forment déjà dans le souffle glacial. D'où vient ce chien? Pourquoi ce marquage? Et surtout, comment un enfant a-t-il pu être si vite perdu, si vite à la merci d'un ciel qui ne fait pas de cadeaux? La tempête, cruciale, avancera. L'épreuve, discrète, commence à apparaître. Les voix humaines se mêlent aux aboiements et au vent. La fillette, dans un demi-sommeil, murmure des bribes, la voix d'une enfant, un nom, la forme d'un rêve, et quelqu'un, quelque part, prend note. Une caméra cligne, un sifflet se répète, un homme porte sa main à sa bouche pour moduler l'appel. La nuit se replie comme une main sur une ardoise. La suite exigera des gestes plus grands, des décisions plus nettes, et peut-être des découvertes que ni la nuit ni la neige n'avaient l'intention de révéler. Les traîneaux grinçaient comme des instruments fatigués quand on posa délicatement Aliona sur la natte chauffée de la grande maison commune. Une lampe à huile jetait des cercles oranges sur les murs de bois, l'odeur âcre du thé au kvass et des peaux qui sèchent faisait office de remède ancien. On enleva les couches humides avec des gestes précis, pas de gestes brusques qui feraient chuter la température centrale, pas d'eau glacée. Michael, qui avait le savoir froid gravé dans la peau, ordonna que l'on réchauffe d'abord le tronc, que l'on protège la tête et que l'on laisse les membres repos. Le corps, expliqua-t-il d'une voix brisée par l'exercice, doit reprendre sa chaleur quand le cœur se sent prêt. Une couverture aluminisée, des corps serrés contre elle, des soupirs mesurés, on reproduisait en village les gestes appris sur le terrain. Irina gardait son appareil en bandoulière comme une talismane. Elle avait pris des photos rapides, le ruban rouge, l'empreinte canine, la niche improvisée. Mais elle savait aussi observer au-delà des images. La façon dont Nuka restait en position de garde, sa respiration contrôlée, ses pattes plaquées au sol. Le chien n'était pas héroïque dans un sens humain. Ses actes étaient des réponses accumulées à l'épreuve du climat et à une relation quotidienne. Pourtant, pour ceux qui regardaient, son corps disait clairement une chose. Il avait choisi. Le village improvisa des soins. On réchauffa les boissons, on frotta les extrémités sans hâte, on prit le temps de parler doucement à Aliona comme on secoue une torpeur. La petite ouvrit les yeux par intermittence, ses pupilles réagissaient lentement, elle murmurait des mots mêlés. Mama, ruban, chaud. Sa respiration, d'abord faible, trouva une cadence plus régulière au fil des heures. Un médecin venu de Yakoutsk, dépêché par la radio, arriva au matin et confirma ce qu'ils craignaient et ce qu'ils espéraient. Hypothermie modérée, congélation superficielle au doigt, mais des signes où la vie reprenait sa bataille. Les gestes faits dans la maison commune l'avaient maintenu hors du pire. Nuka avait été une source de chaleur et de programmes instinctifs qui avaient retardé la chute. On plaça Aliona dans la petite ambulance du district pour des examens complémentaires. Michael fit passer Nuka au feu de bois, le chien resta près de la porte, la queue basse mais alerte, adoptant la posture de vigile. On lui donna des provisions et on nettoya sa fourrure. Irina, fidèle à son devoir, photographia le chien sous plusieurs angles. C'est alors qu'elle sentit, à l'intérieur de l'oreille, une aspérité. Une petite marque, presque invisible, mais nette comme une signature. Elle murmura à Michael de s'approcher. Le guide s'agenouilla et, d'un doigt prudent, caressa la peau. Un petit point tatoué, un signe, comme on en pose sur des registres. Pour beaucoup, la marque serait simplement une inscription administrative. Pour Irina, habituée à lire les dossiers, c'était un chemin. Elle sortit son carnet, nota la position et la forme, puis laissa l'image filer dans sa tête. Un réseau. Quelques jours et plusieurs lignes d'enquête en aval, ce point allait s'avérer la clé d'un puzzle plus vaste. Mais à ce moment, chacun avait une tâche immédiate, ramener l'enfant à la vie calme de sa famille. La mère, Anya, qui n'avait pas quitté la voiture de la route, poussa un cri quand elle vit sa fille. Elle fondit en larmes, embrassa le front glacé, passa des doigts dans la fourrure chaude de Nuka comme si l'animal pouvait absorber tout le malheur et en donner du réconfort. Dans ce geste, le village entier se reconnut, la gratitude et la peur mêlées, la reconnaissance d'une chose simple et cependant immense. On monta une veillée autour d'Aliona, des histoires chuchotées pour qu'elle tienne bon et qu'elle sache, même dans les premiers brumes de son souvenir, que la maison existait encore. Les heures suivantes furent une cadence d'alternance, soins, interrogations, vérifications. Irina s'entretenait avec le chef du village, notant les heures, les itinéraires, recoupant les appels radio.
Michael, interviewé entre 2 tasses de thé, racontait la progression des traces comme on déroule un résumé de bataille. Elles vont et viennent, parfois on pense s'être trompé, puis on entend un aboiement. Ce chien, il savait ce qu'il faisait. Mais Michael, toujours attentif, n'ignorait pas la marque et l'énigme qu'elle laissait. Pourquoi un chien d'un village familier portait-il une empreinte d'enregistrement? Irina n'en resta pas là. De retour à Yakoutsk, elle fit ce que font les journalistes quand une histoire paraît singulière. Elle creusa. Elle contacta un vétérinaire ami qui accepta d'effectuer une lecture du microchip de Nuka. Les microchips sont discrets et courants. Ils permettent d'identifier le propriétaire déclaré d'un animal. Cette lecture révéla un numéro. Le numéro, une suite froide de chiffres, menait à une base de données régionale dans laquelle figurait un nom d'organisation, Sibirsky Kinologie, littéralement Kinologie sibérienne, un organisme qui, sur papier, était enregistré comme élevage et centre d'entraînement. L'adresse trouvée ne correspondait pas à une ferme rurale, mais à un hangar près d'une route qui menait aux pistes industrielles de la région. Le contact officiel répertorié était une personne au nom de Viktor Nemtsov, propriétaire d'une entreprise qui fournissait, entre autres, des chiens à des sociétés privées de transport et de sécurité. Ce lien amena Irina à plusieurs autres fichiers et photos. Elle trouva des tickets de transport anonymes, des contrats types et, plus inquiétant, un registre partiel de vente où des chiens figuraient en tant qu'unité de travail, vendus à des clients qui n'étaient pas tous répertoriés publiquement. Les documents n'étaient pas encore une condamnation. Ils étaient une piste qui exigeait vérification. Irina prit des copies, rangea les originaux en lieu sûr, envoya des messages codés à ses collègues et revint sur le terrain avec une certitude. Il fallait savoir d'où venaient ces chiens et pourquoi tant d'entre eux portaient des marques si discrètes. Sur place, la question se politisa vite. Le shérif local, Sergei, un homme au visage rond et aux manières patelines, apprit que la journaliste cherchait à poser des questions sur Viktor Nemtsov. Sergei eut un geste de prudence. Il connaissait les forces d'économie locales et, dans une région où la saison est longue et l'argent parfois rare, on gardait souvent certaines affaires à moitié visibles. Il contacta Viktor par téléphone, un appel bref, des mots mesurés. Il était clair qu'il ne voulait pas d'un scandale. Il préférait, sans le dire, une piste qui se referme. Mais la lumière d'Irina était tenace et elle commença à tirer des fils. Témoignages d'éleveurs locaux, anciens employés et notamment un nom qui revenait. Celui de Pavel. Pavel était un ancien instructeur qui avait travaillé autrefois dans un camp de dressage. C'était un homme trapu, avec des mains qui racontaient des ans de morsures de froid et de cordes tenues. Il vivait à l'écart, nourrissant quelques chiens errants, réparant des harnais avec la minutie d'un artisan. À la vue d'Irina, il fut prudent. Il avait peur, disait-il, des conséquences de parler. Mais lorsqu'il reconnut la marque sur la photo de Nuka, ses yeux se remplirent d'une fatigue qui n'était pas seulement celle du vieil homme. Il parla à voix basse. Il y avait, expliqua-t-il, des envois de chiens vers des opérateurs privés. Parfois des chiens étaient revendus, parfois récupérés par des entreprises qui entraînaient à des fins diverses. La frontière entre élevage, entraînement et commerce était mince. Il donna des détails, des registres falsifiés, des numéros remplacés, des chiens marqués d'une manière qui disait « fabricant ». Il affirma n'avoir jamais vu la vente directe à des fins cruelles, mais il admit que la logistique laissait des trous, que certains chiens disparaissaient, que des chiens étaient parfois revendus sans que l'on sache à qui exactement. Ces paroles, jointes aux documents d'Irina, commençaient à dessiner une histoire plus large, un circuit d'élevage et d'entraînement qui ne respectait pas toujours les règles de traçabilité. Irina écrivit un article préliminaire, sobre, porteur de faits, la lecture du microchip, la correspondance avec la société, le témoignage d'un ancien employé. Elle y inséra la photo du ruban rouge, la marque dans l'oreille, le visage ravagé d'une mère qui retrouvait sa fille. Son texte demanda une enquête plus large. Les réactions furent diverses, de l'indignation pour certains, du silence pour d'autres. Les autorités régionales ne purent ignorer la pression d'un journal local relayé par les réseaux. Une inspection administrative fut ordonnée. Pendant ce temps, la vie d'Aliona reprenait ses contours. Les jours s'étirèrent en soins doux. Elle se reconstruisit à travers la chaleur des chaumières, des plats simples, des lectures d'histoire par Tichy. Ses doigts reprirent de la couleur, elle retrouva l'habitude de tricoter des petits panneaux avec sa mère et elle parla souvent, dans les heures où le sommeil revenait, à Nuka comme un frère. Le chien, quant à lui, dormit long, mangea et resta vigilant. Le vétérinaire local examina ses pattes, il notait des signes d'usure d'entraînement,
Coussinets renforcés, petites cicatrices anciennes, une musculature qui indiquait des courses longues. Rien d'inhabituel pour un chien de travail, mais la marque à l'oreille et la lecture du microchip restaient des preuves tangibles d'une trajectoire venue de l'extérieur. L'inspection administrative envoya des agents à l'entrepôt lié à Viktor Nemtsov. Ils trouvèrent des box, des registres, des factures incomplètes et, chose importante, des bordereaux de transport listant des destinations floues. Il y avait aussi des signatures qui semblaient appartenir à des intermédiaires, des noms écrits avec des initiales, des adresses postales qui menaient à des boîtes aux lettres plutôt qu'à des foyers. L'inspection confisqua les registres et ordonna un audit. Viktor, interrogé, se défendit. Il prétendait exercer une activité légitime, fournir des chiens à des entreprises de traction, à des associations sportives et à des organismes de sécurité qui ont besoin d'animaux robustes. Il dit n'avoir rien à cacher. Mais les documents présents dans l'entrepôt livraient des détails qui ne pouvaient être balayés d'un revers. Certains chiens étaient marqués comme « récupérés » sans indication claire de provenance. D'autres avaient des montants d'argent qui n'expliquaient pas le trajet final. L'audit, lancé par les autorités régionales, prit plus de force quand un second témoin apparut. Une ancienne employée de la logistique, qui avait fui la société à la première alerte d'irrégularité, remit à Irina une série de photos et d'extraits de registres. Dans ces images apparaissaient des listes où des chiens étaient affectés à des contrats confidentiels, à côté des cases vides. L'employé, qui voulait rester anonyme pour sa sécurité, citait des pressions, des ordres de ne pas divulguer certaines ventes et une instruction de neutralité sur les destinations. Elle confirma aussi que certaines signatures sur des bordereaux avaient été falsifiées. Ce qui importait à ce stade n'était pas de crier au scandale, mais de laisser les faits parler. Irina publia ses découvertes avec prudence. La lecture du microchip, la marque, les bordereaux, le témoignage. La nouvelle fit son chemin. Des ONG locales spécialisées dans la protection animale prirent contact, des avocats vinrent offrir leurs services pro bono, et les réseaux sociaux, mais aussi des radios régionales, diffusèrent la nouvelle. La communauté, qui avait d'abord célébré Nuka comme un héros, commença à regarder plus loin. Il s'agissait de protéger d'autres chiens et d'empêcher que des pratiques douteuses se répètent. Les jours suivants, une collaboration se forma, hétéroclite et tenace. Michael, Irina, Pavel, quelques femmes du village et des membres d'une association de protection animale à Iakoutsk constituèrent une mini-commission citoyenne. Ils voulaient non seulement prouver, mais aussi agir, prévenir, créer un couloir de sécurité pour les animaux qui se trouvaient dans l'ombre de ces registres. L'idée naquit, timidement, puis avec force. Créer un refuge local, un foyer de transit pour chiens, un lieu où vérifier l'identité des animaux et assurer un suivi vétérinaire. Le village avait des compétences, des hommes capables de construire des abris, des femmes connaissant en couture pour repenser des couvertures renforcées, et tous avaient désormais conscience que la survie ne tenait pas qu'à une affaire immédiate. Elle tenait à la communauté, qui choisit de ne pas se détourner. La mise en place d'un tel refuge demanda des moyens. Irina lança une campagne de collecte, publiant des récits poignants et des images qui montraient, sans dramatisation, la réalité des chiens, les marquages, les boîtes de transport, les yeux fatigués. Les dons affluèrent. Des particuliers, touchés, versèrent des sommes modestes. Des petites entreprises locales offrirent du matériel. Un transporteur mit gracieusement à disposition une remorque pour amener des fournitures depuis Iakoutsk. La solidarité, dans ces latitudes où les saisons rapprochent, prit la forme d'actions concrètes. Mais la question juridique restait: quelle responsabilité imputable à Viktor Nemtsov et à son entreprise? L'audit se poursuivit et des inspecteurs relevèrent de sérieux manquements administratifs. Livres incomplets, outils de traçabilité insuffisants, formulaires partiellement remplis. Les autorités régionales stoppèrent les ventes en cours et ordonnèrent un contrôle plus large. Des procès-verbaux furent dressés, pas encore des condamnations, mais des mesures conservatoires. Sergueï, qui avait d'abord paru hésitant, fut vu ultérieurement à une réunion publique où il justifia sa volonté d'attendre les résultats officiels. Certains, dans le village, doutaient de son impartialité, d'autres lui concédèrent le bénéfice du doute. Ce qui devint clair toutefois, c'est que les faits avaient pris le pas sur le silence. On ne pouvait désormais fermer les yeux. Au refuge improvisé, appelé bientôt chez Nuka par ceux qui venaient y déposer couvertures et graines, l'action quotidienne prit un rythme d'atelier. Soigner, vacciner, marquer, enregistrer.
Pavel, avec ses mains habituées aux corps et aux harnais, devint responsable technique. Il enseigna comment lire un code, comment vérifier un implant, comment repérer une marque qui ne correspondait pas. Il expliqua aussi, dans un ton rugueux mais patient, que la plupart des chiens n'étaient ni victimes ni coupables, seulement des êtres qui avaient été déplacés dans des circuits opaques. Il les traitait avec une gravité presque sacrée. « Ils nous ont aidés à survivre ici », disait-il parfois, « alors aujourd'hui on les aide à être libres ». Pendant toutes ces démarches, la relation entre Aliona et Nuka resta le fil conducteur. La fillette retrouva peu à peu ses jeux. Elle courait dans la neige, moins loin qu'avant, mais avec un pas assuré. Elle se mettait parfois face au vent, tenant une main au-dessus des yeux comme pour mesurer la pureté du ciel. Un matin, Tichy racontait encore une histoire sur une aurore qui se penche sur la toundra, et Aliona posa sa tête sur Nuka comme si le chien était le matelas du monde où l'on peut se reposer sans craindre la nuit. Ils étaient ensemble quand la presse arriva, ensemble quand on prit une photo officielle pour la demande de fonds, ensemble quand on inaugura, sobrement, le premier chenil du refuge. La médiatisation apporta une double conséquence. Plus d'attention sur l'affaire, ce qui forçait les autorités à agir, et une impulsion financière qui permit d'embaucher un vétérinaire à mi-temps, d'acheter un scanner portable d'implants et d'organiser des stages de formation pour les volontaires. Irina, qui avait commencé ce travail par curiosité professionnelle, s'aperçut qu'elle était devenue, à son corps défendant, un nœud d'organisation. Elle coordonnait, relayait, trouvait des contacts. Elle n'avait pas abandonné son métier, mais elle avait compris que certains récits exigent plus que des pages. Ils demandent qu'une présence. Quant à la sphère judiciaire, elle évoluait lentement. Les inspecteurs qui avaient saisi les registres trouvaient des éléments qui posaient question. Des bordereaux partant des mentions vagues, des signatures apposées au-delà des limites connues, et quelques numéros de téléphone qui, une fois appelés, menaient à des entreprises écrans. Les enquêteurs relevèrent des incohérences comptables. Ils demandèrent des explications à Victor, qui répondit par des lettres d'avocat et des promesses de coopération. La prudence de la justice est lente et ordonnée. Elle se nourrit de preuves tangibles. Les preuves, ici, étaient là, mais demandaient une mise en ordre rigoureuse. Corrélation des registres, recoupement des transports, témoignages sous serment. Dans un coin plus discret de l'histoire, la psyché d'Aliona se remit en marche. Elle grava dans sa mémoire quelques images indélébiles. Le renard qui avait déclenché sa curiosité, le bruit du vent qui avale les mots, la chaleur de la fourrure. Ces nuits furent parfois peuplées de rêves où la neige devenait un lac, et où Nuka, de son museau, la ramenait toujours vers un port invisible. Sa mère, Anya, veillait avec la douceur des femmes qui recoussent les rituels familiaux. Elle apprit à rassurer, à expliquer sans effrayer, à faire du quotidien un rempart. On inscrivit à l'école un petit rituel. Chaque matin, 1 minute où l'on évoquait des gestes de survie, où l'on rappelait aux enfants de ne pas s'éloigner seuls. Le village, secoué, se réorganisa sur des routines de prudence. Le temps passa et la procédure administrative prit la forme d'un dossier dense. Il n'y eut pas, dans l'immédiat, de gestes spectaculaires. Pas d'arrestation solennelle sur la place publique, pas de grande condamnation. Ce qu'il y eut, c'était une obligation de rendre des comptes. Victor fut contraint à clarifier certains registres et à revoir certaines procédures. Des règles de traçabilité furent renforcées localement, sous la pression citoyenne et administrative. Le refuge chez Nuka reçut une reconnaissance officielle comme site d'accueil et de contrôle, ce qui permit d'étendre son action. La vérité dans cette affaire n'était pas un fleuve qui déborde à la première pluie. Elle était un cours d'eau lent, semé d'écueils. Mais la mobilisation, la mise en lumière faite par Irina, la résistance de témoins comme Pavel, l'action de Michael et la chaleur humaine du village avaient produit un effet tangible, la création d'un cadre plus sûr pour les animaux et une incitation à la transparence commerciale. On ne put effacer les pratiques passées d'un claquement, on put au moins limiter ce qui se reproduirait. Un soir d'hiver moins brutal, quand le vent avait ralenti et que la toundra offrait un ciel piqué d'étoiles, le village célébra la guérison d'Aliona. Ce n'était pas une fête larmoyante, mais un partage simple, du pain, du poisson séché, quelques chants. On posa une petite plaque en bois devant la maison commune, à la mémoire de la nuit où un chien nous a rappelé ce que nous devons protéger. Nuka, fatigué mais vif, accepta les caresses, les friandises, l'attention. Il vivait maintenant comme un chien propriétaire d'une histoire, et cette histoire l'avait rendu à la communauté. Irina continua son travail d'enquête, mais désormais épaulée par des collègues et par un réseau d'ONG.
Elle publia des mises à jour, des corrections de registres, des enquêtes en cours, des recommandations pour améliorer la traçabilité. Son article initial avait déclenché un processus plus large qui mettait en lumière des pratiques inacceptables et proposait des solutions concrètes. Les autorités locales annonçaient des mesures pour améliorer l'étiquetage et la liberté d'information. Le refuge se voyait confier un rôle de contrôle. Les leçons étaient simples, mais elles exigeraient de la persévérance, plus de transparence, plus de coopération, plus de soins. Aliona grandit avec la délicatesse de ceux qui ont frôlé l'immensité et en sont revenus. Elle apprit à nouer les rubans dans les cheveux d'autres enfants, à raconter à voix basse la manière dont Nuka avait creusé la niche, à expliquer, sans dramatiser, pourquoi on ne part pas seul quand la toundra appelle. Nuka vieillissait aussi, mais il conservait toujours la même intensité dans le regard, la capacité de comprendre l'importance d'un corps à côté du sien. Il devint à jamais le symbole d'une veille, la silhouette qui repoussait le froid. L'enquête administrative suivit son cours. Des recommandations furent formulées, meilleurs registres, scanner portable obligatoire pour les microchips, formation des logisticiens, vérification indépendante. Les audits ne disparaissent pas d'un coup, mais la pression médiatique et l'organisation communautaire avaient introduit une variable qui n'existait pas avant, la vigilance citoyenne. Victor fit parfois l'objet de critiques publiques, obligeant sa société à revoir certaines pratiques. Certains de ses agents furent réentraînés, d'autres remplacés. Personne dans la région n'ouvrit les yeux soudainement sur une moralité nouvelle. Ils procédèrent plutôt à des ajustements, comme on répare un toit avant la grande pluie. L'épave de la nuit resta dans la mémoire de chacun comme une charge et un appel. La fillette et le chien, dont la relation avait sauvé la vie, devinrent un récit de la toundra. Comment, face à un monde qui n'offre aucun pardon au hasard, la fidélité peut devenir un chemin vers la survie. On parlait moins du scandale que de la leçon. Le salut peut venir d'une forme simple, un souffle chaud contre une peau glacée, un museau qui pousse, un aboiement qui alerte. Et l'on se rappelait aussi que la société devait apprendre à être à la hauteur de la fidélité des plus faibles. Le printemps, quand il vint, n'apporta pas un renversement brusque, mais une série de métamorphoses. La neige perdit de son inertie, l'eau courut plus libre, et la toundra retrouva une voie d'herbe. Aliona et Nuka marchèrent un matin vers le petit promontoire d'où l'on voyait la rivière encore prisonnière de plaques, mais déjà bruyante. Ils s'arrêtèrent, regardèrent l'horizon qui se dégageait, et la fillette posa sa main sur la tête du chien. « Merci » susurra-t-elle, et il répondit par un coup de langue, humble. Irina écrivit, des mois plus tard, un reportage de clôture qui n'était pas une fin, mais une nouvelle étape. Un compte-rendu précis des mesures prises, des progrès administratifs et des besoins encore à satisfaire. Elle conclut sur une remarque simple. La toundra n'avait pas changé d'avertissement. Ce sont les humains qui avaient appris à mieux l'entendre. Dans les colonnes, on lisait aussi la liste des contributeurs au refuge, l'appel à continuer la vigilance et un remerciement à ceux, anonymes ou pas, qui avaient choisi d'agir. Le dernier tableau de notre histoire est humble et fort. Aliona, plus grande d'un hiver, commence à tresser un ruban rouge qu'elle attache autour du cou de Nuka. Ce geste n'est pas une décoration, c'est la promesse renouvelée d'une garde. Autour d'eux, la maison commune fume, des silhouettes passent et la toundra respire autrement. À l'horizon, le ciel se déchire en une teinte claire, presque tendre. Le vent, qui autrefois avalait les voix, devient un instrument qui rappelle les gestes de survie. Et dans ce souffle long, on comprend que la plus grande chaleur ne vient pas seulement du poil, elle vient de la décision collective de veiller sur la fragilité. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres sachent que la vigilance et la solidarité peuvent transformer une nuit terrible en un engagement durable. Soutenez les refuges locaux et signalez toute situation d'abandon ou de négligence. Parfois, ce sont des mains qui se lèvent qui font la différence.